Notre invitée ce matin, Marine Le Pen. Bonjour, Marine Le Pen, bonjour. Vous êtes avec nous jusqu'à 9h pour répondre à mes questions. Ensuite 9h, 9h30 avec les auditeurs pour répondre à toutes les questions des auditeurs, à la fois sur RMC et sur BFM TV. Attentat terroriste à Londres, plusieurs victimes, des lycéens français blessés. Ils venaient de Concarneau dans un état grave. Est-ce qu'on a besoin de plus de collaboration en Europe pour lutter contre le terrorisme ? De toute façon, de tout temps, les services de renseignement entre pays ont travaillé ensemble, pas seulement en Europe d'ailleurs, car se limiter à l'Europe serait à mon avis une erreur. Il faut également que nos services de renseignement travaillent avec les services syriens, qui sont plutôt très bien informés sur le développement du fondamentalisme islamiste, avec les services algériens, qui également sont de très bons niveaux. Donc c'est une coopération mondiale qu'il faut obtenir dans ce domaine. Je vous rappelle que d'ailleurs, au moment de l'attentat je crois que c'était aux États-Unis, vous vous souvenez, hein, eh bien les services de renseignement russes avaient informé les services de renseignement américains que les deux frères en question, c'était à Boston, c'est ça, avaient des profils dangereux et des visées manifestement terroristes. Aux États-Unis depuis plusieurs années. Donc bien sûr, tous les pays du monde doivent évidemment collaborer et permettre à leurs services de renseignement de s'échanger des éléments qui permettent d'éviter les attentats. Pour peu qu'ils puissent être empêchés, car le problème aujourd'hui, on le voit bien, c'est une forme de terrorisme low cost, c'est-à-dire que ce sont des personnalités radicalisées qui, du jour au lendemain... Qui agissent seules, bien souvent. Qui agissent seules. Il n'y a plus les réseaux que l'on pouvait connaître au moment d'Al-Qaïda et des attentats des Twin Towers. Donc voilà, c'est une nouvelle forme de terrorisme qui nécessite de prendre toutes les mesures qui, à mon avis, ne sont pas prises aujourd'hui. Oui, vous dites je vais éradiquer le terrorisme. Oui. C'est ce que vous avez dit. Mais moi je me souviens, dans une bien moindre mesure, de candidats qui disaient il n'y aura plus de SDF dans la rue, ou il n'y aura plus... C'est pas est-ce si simple, éradiquer le terrorisme? Est-ce si simple, franchement, Marine Le Pen? Oh, mais rien n'est simple, bien entendu, dans ce domaine. Mais il y a toute une série de mesures à prendre qui n'ont pas été prises. Lesquelles? Vous êtes président de la République, lesquels? Alors d'abord, premièrement, maîtriser nos frontières, car c'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est l'alpha. Sans cette condition, nous sommes totalement aveugles. La Grande-Bretagne maîtrise ses frontières. Oui, d'accord. Enfin, sauf que je pense qu'on découvrira que peut-être c'est un citoyen britannique en l'occurrence. Oui, donc maîtriser ses frontières, ça ne... Il faut évidemment expulser immédiatement tous ceux qui ont un lien avec le fondamentalisme et qui sont étrangers, car nous n'avons aucune raison de prendre ce risque de laisser sur notre territoire des étrangers dont nous sommes convaincus qu'ils sont radicalisés. Il faut la déchéance de la nationalité pour ceux qui sont dans cette situation et qui sont convaincus d'avoir des liens avec le fondamentalisme islamiste. Il faut fermer les mosquées radicales. Il faut expulser les prêcheurs de haine. Il faut couper l'oxygène, et notamment les finances, à l'intégralité de ces structures qui pullulent sur notre territoire et qui, sous le masque d'associations sociales, culturelles, sont en réalité des associations prosélytes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment mener la guerre, non pas seulement au terrorisme, mais à l'idéologie qui est à la base de ce terrorisme, c'est-à-dire le fondamentalisme islamiste. Est-ce que vous pensez que, par exemple, en France, l'État français ne le fait pas? Il ne le fait aujourd'hui. Écoutez, il ne le fait pas. Je vais vous donner un exemple clair. Il y a un article du Code pénal qui s'appelle l'article 411-4, qui est l'article qui permet de condamner ceux qui sont convaincus d'intelligence avec l'ennemi. Mais pour cela, il faut que l'ennemi soit désigné. Or, le gouvernement français n'a toujours pas fait la liste des organisations qui sont des organisations ennemies de la France. Al-Qaïda, Boko Haram, Al-Nosra, etc., etc. Mais cette liste n'existe pas. Donc l'article 411-4 ne peut pas aujourd'hui être mis en œuvre. Objectivement, c'est une gigantesque carence. Et puis ça, c'est sur notre territoire. Alors vous étiez au Tchad, justement. Parlons de la lutte contre le terrorisme, puisque les troupes françaises luttent contre le djihadisme au Sahel. Voilà, donc je suis allé au Tchad, rencontrer les militaires de l'opération Barkhane, mais également rencontrer le président de la République du Tchad, qui est à la tête du G5 Sahel, qui vise en réalité à constituer une armée africaine qui est soutenue par la France dans la lutte contre le terrorisme islamiste. Si
nous ne continuons pas à lutter contre les groupes armés terroristes dans le Sahel, il est évident que nous ne pourrons pas maîtriser ceux qui viendront. Donc nous maintenons nos troupes là-bas. Bien sûr, il faut maintenir nos troupes et il faut peut-être transformer... Bonne décision du président de la République. Oui, mais d'ailleurs que nous avons soutenu, que ce soit l'intervention au Mali ou que ce soit l'opération Barkhane, nous avons soutenu cela. Mais encore faut-il donner à notre armée les moyens. Et peut-être faut-il aussi donner aux armées africaines les moyens. Nous devons les aider en termes de structuration, de matériel, ça n'est pas de l'argent perdu. D'encadrement. Oui, ça n'est pas de l'argent perdu. L'objectif, encore une fois, n'est pas que la France reste ad vitam aeternam là-bas. L'objectif est de permettre, encore une fois, la structuration de ces armées africaines pour qu'elles puissent elles-mêmes assurer la sécurité de leur territoire. Car on le voit bien, et j'en ai longuement discuté avec le général de Walmont, dès que la pression se lève sur un territoire, les terroristes islamistes reviennent. Et ça, c'est un danger absolument majeur. Donc c'est aussi en amont dans cette bande du Sahel qu'il faut absolument intervenir. Revenons en France. Démission de Bruno Le Roux, qui était ministre de l'Intérieur. Logique, cohérente? Oui, c'est cohérent, oui. Cohérent? Vous avez... Pourquoi cohérent? C'est cohérent parce que je pense qu'il admet lui-même qu'il est coupable de faits qui sont éminemment contestables. Objectivement, le fait d'embaucher comme assistante parlementaire des gamines de 15 et de 16 ans, il n'y a pas une justification possible. Je pense que M. Leroux s'en est évidemment rendu compte. Vous faites le parallèle avec François Fillon ? Non, enfin, je fais pas le parallèle avec François Fillon pour une raison simple, c'est que l'un est ministre et l'autre, en l'occurrence, ne l'est pas. Bon, en tout cas, sur leur fonction, la situation est différente. Oui. Est-ce que vous avez des doutes sur la probité de François Fillon et sur ses rapports à l'argent? Bon, je n'ai pas de doute. Je pense que tout révèle aujourd'hui que François Fillon a manifestement est un homme qui aime l'argent, voilà, et qui a commis des actes qui lui ont permis un enrichissement personnel. Voilà, un enrichissement personnel. Est-ce que ces actes sont pénalement répréhensibles? Ça n'est pas à moi de le dire. Hein, c'est un juge, mais son caractère, quand même, se révèle au travers de l'intégralité de ses déclarations, qui ne devraient pas d'ailleurs arriver dans la presse, parce que quand on lit, si vous voulez, les déclarations de ces enfants qui ont été faites devant la police, où il demande à sa fille de rembourser son mariage, à son fils de rembourser son argent de poche, bon, évidemment on se fait une opinion, et cette opinion est extrêmement dure sur M. Fillon. Mais quand on est garant de l'état de droit, quand on y est attaché, objectivement, ça vous choque pas cette violation systématique du secret de l'enquête, du secret de l'instruction, avec des procès-verbaux qui sont dans l'intégralité des journaux? Est-ce que, tout de même, le président de la République, le ministre de la Justice ne devrait pas se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le fonctionnement de la justice quand cette règle, qui est une règle qui, encore une fois, a des bonnes raisons d'exister, est systématiquement violée? Parce que le problème de la violation, si vous voulez, de l'enquête, du secret de l'enquête et de l'instruction, c'est que, après tout, ce sont ceux qui commettent ce délit et ceux qui le publient qui décident ce qu'ils publient. Est-ce qu'ils vont publier des choses qui sont à décharge, par exemple, dans l'enquête? Probablement non, parce que ça fait moins le buzz. Donc je trouve ça pervers, je trouve ça inquiétant sur, encore une fois, la confiance qu'on doit avoir dans la justice et que beaucoup n'ont plus à cause de ce type de comportement. Alors je vais vous poser une question très directe. Est-ce qu'on peut élire un président de la République ou une présidente de la République sur lequel ou sur laquelle pèsent des soupçons? Non, mais c'est quoi un soupçon? Je pose la question. C'est un soupçon? Écoutez, une mise en examen, par exemple, ou une, je ne sais pas, une mise en examen. Alors, une mise en examen. Ça veut dire que vous souhaitez, par exemple, que la présomption d'innocence soit supprimée de notre droit. C'est pourtant une règle fondamentale. Je vous rappelle que Monsieur de Villepin, qui a été accusé pendant des mois dans l'affaire Clearstream, d'avoir été à l'origine de l'inscription sur la liste du nom de Nicolas Sarkozy, a été considéré et traité comme un coupable pendant des mois. Et il a été relaxé. Vous refusez de vous présenter. Pourquoi? De vous présenter devant les juges à une convocation, pourquoi? Parce que je pense que la justice est instrumentalisée. Il y a 15 mois, j'ai réclamé, moi, la nomination d'un juge d'instruction. Il y a 15 mois. On m'a dit non. Et on nomme ce juge d'instruction, qui s'agite à quelques semaines... qui fait son travail, qui s'agite, oui, peut-être. quelques semaines de l'élection présidentielle.
Oui, je trouve ça éminemment suspect. Je pense qu'il y a une volonté d'instrumentaliser la justice pour pouvoir nuire à telle ou telle candidature. Donc nous sommes Donc là vous dans vous ce qu'on présenterez appelle... devant la justice. Bien sûr. Quand? Après les législatives? Ah, bah écoutez, si je suis élu après mon mandat. Oui. Si je ne suis pas élu après les législatives. Je vous rappelle quand même que j'avais d'ailleurs suivi la même ligne de conduite au régional, où là encore, comme par hasard, j'avais été convoqué. Oui. Il y a des élections régulièrement dans ce pays. Oui, mais enfin écoutez, quand vous regardez le calendrier, honnêtement, il n'y a pas de doute. Bon, j'avais été convoqué quelques jours avant les élections régionales. J'avais dit aux magistrats, je me rendrai à votre convocation après les élections régionales. Et j'ai été mise hors de cause, pourquoi Monsieur ne pas Bourdin. répondre aux juges si vous n'avez rien à craindre? Parce que je ne comprends pas. participe pas à cette instrumentalisation. Chaque citoyen français répond à ces convocations. Oui, mais je pense que là, en l'occurrence, il y a une instrumentalisation. Et c'est d'ailleurs parce que nos législateurs savent qu'il y a un risque d'instrumentalisation de la justice qu'a été mis en œuvre la possibilité pour un député de se tourner vers son assemblée, voilà, en disant je veux que vous vérifiez s'il n'y a pas ce qu'on appelle un fumus persecutionis, c'est-à-dire si en réalité je ne suis pas poursuivi à raison de mon mandat. Je suis désolé, moi je suis attaché à cette règle, de la même manière, Monsieur Bourdin, pardon, mais que je suis attaché, par exemple, au statut de salarié protégé. Il y a des salariés protégés dans notre pays, contre lesquels les procédures peuvent exister, mais elles doivent suivre un certain nombre de règles précises pour vérifier que l'employeur, en réalité, ne poursuit pas... Vous pensez aux syndiqués, par exemple, sûr, aux salariés syndiqués. Ne poursuit pas le salarié à raison de son mandat pour l'intimider, pour faire pression sur lui. Eh bien, il en est de même lorsqu'on est un élu d'opposition. Évidemment, il y a un risque, et là je pense que le risque est avéré, que le pouvoir politique se serve de la justice pour tenter de faire pression, d'intimider. Si vous êtes élu présidente de la République, Marine Le Pen, est-ce que vous supprimerez l'immunité présidentielle? Pas du tout. Et pourquoi? Mais parce que si je supprime l'immunité présidentielle, alors c'est le gouvernement des juges. Alors un juge peut remettre en cause, la volonté populaire exprimée dans le cadre des élections présidentielles. Je trouve ça terriblement dangereux. Voilà. Beaucoup plus dangereux, très entre nous, que de laisser en place l'immunité présidentielle. La voix du peuple passe devant la justice. Ah oui, bien sûr. Oui. Évidemment. Donc François Fillon a raison. François Fillon a entièrement raison. Mais Monsieur Bourdin, évidemment que un juge ne peut pas remettre en cause. Non mais d'accord, mais c'est pas la justice. La justice, ce sont des hommes et des femmes, pardon. Dans les juges, il y a toute une série de gens. Il y a des juges remarquables, et puis il y a des juges qui sont politisés. Nous le savons. Enfin, je veux dire, l'existence même du syndicat de la magistrature le démontre. Il y a des juges qui sont d'accord, mais minoritaires. Mais ça fait combien de juges, dites-moi? Combien ça en fait quand même? Alors c'est minoritaire sauf le jour où vous tombez dessus. Et là, croyez-moi que c'est un fait, ça devient un fait quand même majoritaire. Un syndicat de la magistrature qui intervient dans l'intégralité des élections pour distribuer les bons points, pour appeler à voter. Donc vous donnez raison à François Fillon. Pour ou contre les uns et les autres, qui punaise sur un mur des cons, des responsables politiques, des parents de victimes. Il y aura procès qui va arriver en 2018. Combien de temps a mis ce procès pour arriver? 4 ans. 4 ans. C'est quand même moins rapide que pour M. Fillon, vous admettrez. Alors est-ce que François Fillon a raison de finalement d'ignorer ces poursuites judiciaires? Écoutez, soit M. Fillon se considère, encore une fois, comme innocent et il n'a pas de raison de retirer sa candidature, soit il se considère comme M. Leroux comme coupable, et à ce moment-là, il en tire les conclusions. Marine Le Pen, le débat de lundi soir, il y a eu 2 petites anecdotes, vous vouliez, c'est vrai que lorsqu'il y a eu interruption dans le débat, vous souhaitiez pouvoir vous asseoir pour la seconde partie. C'est vrai ou pas? C'est-à-dire que je suis une femme. Ça vous aura pas échappé. Oui. Bon, et donc je porte des talons, ça vous a pas échappé non plus. Alors quelque part, tous ces hommes qui étaient à plat probablement ont moins souffert de ces 3 heures. C'est vrai qu'ils ont refusé de vous accorder parce que vous voulez... Non, c'est totalement faux. Bon, non. Il nous avait laissé la possibilité éventuellement d'avoir un tabouret en deuxième partie. Bon, je ne l'ai pas réclamé. Vous ne receviez pas de SMS, vous? Non. Et c'est vrai que François Fillon recevait des SMS, vous l'avez remarqué ou pas? Oui, il était en face de moi.
Ah bon? C'est assez incroyable, mais... C'est-à-dire? Bah, il a passé au moins la première partie du débat à lire ses SMS ou envoyer des SMS. Bon. Bien, parlons de du financement de votre campagne. Vous avez trouvé l'argent finalement ou pas? On va parler un peu de fond ou à un moment donné ou pas? Bah, il est 35, hein, Marine Le Pen. Bon, okay. Nous sommes là jusqu'à 9h30. Puis quand j'aurai trouvé l'intégralité du financement, je vous en informerai. Vous ne l'avez pas trouvé aujourd'hui? Non, pour l'instant non, mais j'ai bon espoir. En France? Non, bah bien sûr que non, parce que les banques françaises à l'étranger ne souhaitent pas prêter. Enfin, ça pose encore une fois à quel endroit un vrai problème. Et je vous le dirai quand je l'aurai signé. Vous avez des pistes? Oui, j'ai des pistes, oui, plusieurs même. Les banques vous répondent. Est-ce que vous salariez donc Monsieur Chatillon? Mais non, quoi, c'est pas possible. Oui, et... Bah oui, et non, mais je vous pose la question. Je peux vous poser la question. Non? Bien sûr, mais non, mais écoutez, Monsieur Bourdin, Marine Le Pen. Bien sûr, vous pouvez me poser la question, mais honnêtement, combien de pourcentage de Français sont intéressés par cette question? C'est ça. Mais c'est pour ça, on va pas s'y attarder. Si vous avez une réponse rapide, on s'y attardera pas. Bon, moi, ça y est, je vous ai répondu. Bon, ben, ancien chef du GUD, syndicat étudiant anti-sioniste, anticapitaliste d'extrême droite. Dites-moi, Monsieur, je vous pose la question. Dites-moi, Monsieur Bourdin, est-ce qu'il y a des gentils anciens du GUD et des méchants anciens du GUD? Je dirais, je vous pose simplement la question. Je ne dis pas s'ils sont gentils ou méchants. Non, mais moi, je vous pose la question parce que ça ne me regarde pas. Vous savez qu'il y a eu je ne le connais pas. Il y a eu beaucoup de ministres qui étaient des anciens du GUD, vous le savez, hein. Monsieur Longuet, etc. Et puis il y en a une autre, hein, Madame Anne Méot, la grande prêtresse de la communication qui est aux côtés de Monsieur Fillon, c'est aussi une ancienne du GUD. Bon, bah vous voyez, il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent à en sortir. Un tiers des élus municipaux Front National ont quitté leur mandat, c'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux. C'est faux? Non, c'est faux. Un certain nombre ont changé de région et ont donc démissionné de leur mandat car ils ne pouvaient plus l'assurer, mais ils ont été remplacés par leur suivant de liste. Voilà. C'est vrai qu'il y en a eu quelques-uns qui se sont rendus compte que ce mandat de conseiller municipal d'opposition était un mandat extrêmement exigeant, très difficile. C'est très difficile. C'est peut-être le mandat le plus difficile qui existe en France, conseiller municipal d'opposition. Je vous rappelle d'ailleurs, et merci de me permettre d'en parler, puisque il y a eu la réunion des maires de France. Des maires hier, oui. Que moi je compte dans mon projet, vous le savez, baisser le nombre de députés, baisser le nombre de sénateurs, et je compte donner un véritable statut les régions et augmenter la rémunération des maires, car le maire c'est vraiment l'élu de proximité que les Français apprécient d'ailleurs le plus. C'est celui sur lequel s'exerce le plus la démocratie de contrôle, puisqu'il est au quotidien. Bien souvent, dans l'immense majorité des communes, c'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Or, je pense qu'ils ne sont pas indemnisés comme ils devraient l'être. Et donc, les économies qui seront faites en baissant le nombre de députés et de sénateurs permettront de pouvoir revaloriser ces indemnités et ce statut des maires, et notamment des maires de villages et de petites villes. Parlons de l'Europe. Vous vouliez parler du fond? Vous voyez, on y vient. J'y viens. Parlons de l'Europe. Si la France quitte l'Union européenne disparaît ou pas? Moi, ce que je souhaite, c'est qu'elle se transforme. Oui. Je ne souhaite pas le chaos, Monsieur Bourdin. Je ne le souhaite pas. Je pense qu'il peut. C'est vrai. Je veux dire, je pense qu'il peut arriver le chaos en réalité parce que nos dirigeants refusent de voir la réalité qu'annoncent pourtant l'ensemble des économistes et même d'un grand nombre de politiques, à savoir que l'euro, qui a été le socle fondateur de l'Union européenne, n'est pas viable. Voilà, il ne survivra pas. Donc soit il s'écroulera dans le chaos, soit il faut constater que tout ce qu'on nous avait annoncé n'a pas fonctionné. L'euro n'a pas apporté la croissance, il n'a pas apporté le pouvoir d'achat, il n'a pas apporté l'emploi, il n'a rien apporté de tout cela. Il a apporté des divergences de plus en plus importantes entre les pays, des problèmes de compétitivité très lourds au sein même de l'Union européenne. Il n'a pas constitué cet espace protégé de la concurrence internationale déloyale, puisqu'il n'y a plus de droits de douane en réalité aux frontières économiques de l'Europe. Il n'a pas apporté la sécurité, puisqu'il est incapable de maîtriser les flux migratoires. Donc quand quelque chose ne fonctionne pas, voilà, il y a deux moyens. Il y a dire soit on arrête, on divorce en quelque sorte à l'amiable, sans casser la vaisselle, soit on modifie tout cela et on transforme l'Union européenne en une Europe des nations et des libertés, c'est-à-dire une Europe des coopérations où chaque nation récupère sa souveraineté essentielle. Bien, donc c'est très simple, hein. Dans un premier temps, vous ne quittez pas l'Union européenne, on est bien d'accord, mais si nos partenaires européens ne vous écoutent pas, eh bien, vous organisez un référendum.
Mais je crois c'est très clair. Vous voyez, je crois que mon élection sera une grande chance. Bon. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de pays, qui souffrent énormément de la situation, mais qui n'ont peut-être pas le leadership en Europe pour pouvoir s'opposer à l'Union européenne. Et moi, je suis convaincu que si je suis élu demain présidente de la République, beaucoup de pays, viendront à cette table des négociations pour dire, écoutez, nous aussi, on n'en peut plus. Nous aussi, on n'en peut plus de l'euro. Nous aussi, on n'en peut plus de l'ouverture totale des frontières. Nous aussi, on veut arrêter Schengen. Et donc, cette négociation, je suis convaincu qu'elle aboutira. La France quitte l'Union européenne. Vous avez une économie de 8 milliards d'euros, c'est cela. Alors d'abord, permettez-moi de vous dire une chose. Oui. Entendez bien quand même la démarche qui est la mienne. Oui. Je considère que la sortie de l'Union européenne est évidemment un choix extrêmement engageant pour la France. Et c'est la raison pour laquelle je veux mettre en œuvre un référendum. Je veux que ce soit les Français qui décident. Voilà. Moi, je ne prendrai pas de décision brutale sans avoir eu l'autorisation par les Français. C'est en quelque sorte une sécurité pour eux. Alors même que par le passé, des référendums ont été organisés et que l'avis des Français n'a pas été respecté. Donc je négocierai pendant 6 mois. Quelle que soit l'issue de la négociation, il y aura de toute façon un référendum pour que les Français valident la négociation ou prennent une autre décision. Et vous partez, effectivement, si les Français vous disent non. Mais bien sûr. Marine Le Pen, donc nous quittons l'euro, nous abandonnons cet euro, nous quittons l'Union européenne, imaginons, 8 milliards d'euros sur un budget de la France de 400 milliards d'euros, ça représente assez peu la contribution de la France à l'Union européenne, l'économie faite est minime. Que se passe-t-il ? Nous récupérons le franc, les taux d'intérêt augmentent. Pourquoi ? Nous empruntons sur des marchés. Pourquoi selon vous ? Mais pourquoi ? Mais moi je vous pose la question, pourquoi ? Non mais moi je vous dis que... Pourquoi est-ce que les marchés financiers nous feraient confiance ? Mais pourquoi ils nous feraient confiance ? Continueraient à nous faire confiance. Pardon monsieur Bourdin. Pourquoi ils nous font confiance aujourd'hui ? Alors que nous avons 2200 milliards d'euros de dettes, alors que nous avons 7 millions de chômeurs, alors que nous empruntons à quel taux aujourd'hui ? Alors que la désindustrialisation est catastrophique. Vous savez, ce que veut un prêteur, c'est qu'on le rembourse. Donc il a tout intérêt à ce qu'une économie aille mieux. Aujourd'hui, le prêteur nous fait confiance encore, Marine Le Pen. Non, c'est pas qu'il nous fait confiance, c'est qu'il y a tellement d'argent, si vous voulez, dans le monde qu'il faut bien de toute façon prêter à un certain nombre de pays. D'ailleurs, monsieur Bourdin, on nous dit en permanence que l'euro est la raison pour laquelle il y a des taux d'intérêt bas. C'est faux. Les taux d'intérêt sont bas dans le monde entier. Voilà, c'est ça la réalité. Donc ça n'est pas un bénéfice de l'euro. Donc de la même manière que ça n'est pas l'euro qui fait baisser les taux d'intérêt, ça n'est pas le nouveau franc qui les ferait monter. D'ailleurs, je vous indique qu'un certain nombre d'économistes déjà tirent la sonnette d'alarme en disant... Même avec l'euro, il risque d'y avoir une augmentation des taux d'intérêt. Et ce sera mondial, ce ne sera pas uniquement pour la France. Quoi qu'il arrive, la France sera soumise au marché, quoi. Marine Le Pen, si j'ai bien compris. Je pense que le meilleur moyen qu'il ne soit pas soumise au marché, le meilleur moyen pour qu'elle ne soit pas soumise au marché, très honnêtement, c'est de franciser la dette en réalité. Les risques, c'est l'inflation. Les risques, c'est la perte de pouvoir d'achat pour les Français, les citoyens français. Alors, allons au bout de ça. Pourquoi ? Au bout, pourquoi ? Pourquoi il n'y a pas de risque ? Alors moi, ne me posez pas de questions, c'est moi qui... Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de risque ? Parce que j'entends, si vous voulez, asséner ce genre d'argument depuis des mois et des mois. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de risque alors ? Sans que jamais il y ait une explication à côté, parce que ces arguments ne tiennent pas la route. Le danger aujourd'hui pour les épargnants, c'est la loi Sapin 2, c'est la loi sur l'union bancaire. C'est-à-dire que si demain il y a une faillite d'entreprise, de banque, pardon, et ça peut arriver une faillite de banque, car il y a un certain nombre de banques qui se portent très mal, y compris des banques allemandes d'ailleurs, eh bien cette loi oblige à ce que on aille pomper dans les comptes des déposants avant d'autoriser l'État à venir soutenir la banque. Voilà. Donc ça, c'est un grand danger pour les épargnants. Ça, c'est un grand danger pour les comptes en banque de nos retraités et de ceux qui ont un petit pécule en banque. Moi, je suis désolé, mais je trouve que le fait que l'État, et c'est mon opinion, doivent pouvoir venir au soutien des banques, et c'est la raison pour laquelle moi je m'engage à préserver l'épargne des Français. Avec moi, l'épargne des Français ne risquera rien, parce que s'il y a une défaillance bancaire, eh bien l'État viendra
va, en contradiction avec les règles imposées par l'Union européenne, sauver justement cette épargne. Voilà, je m'y engage. L'État viendra sauver à condition qu'il ait les moyens de sauver cette épargne. Enfin, nous avons quand même... Marine Le Pen. Non, mais nous avons quand même... Je suis désolé, surtout avec un État endetté comme il l'est aujourd'hui. Non, mais non, mais moi je suis désolé de vous dire et avec des marchés financiers qui tourneront le dos à la France. Non, ils ne tourneront pas le dos à la France. Non, eh bien, j'espère. Dans tous les cas, il y a un exemple. Vous prenez l'exemple, je vais pas faire de prévision là. Vous prenez l'exemple, prenons l'exemple de la Grande-Bretagne, parce que vous brandissez souvent l'exemple de la Grande-Bretagne. Je regardais le dernier chiffre du mois, le mois dernier, le mois de février, 2,3% d'inflation. Que disent les prévisionnistes? Ben oui, chiffre officiel, pardon. Que disent les prévisionnistes? 3% d'inflation sur l'année. Oui, sur l'année 2017. La Grande-Bretagne, que je sache, n'est pas dans l'euro. La Grande-Bretagne a sa propre monnaie. Mais Monsieur Bourdin, il y a quand même quelque chose qui m'épate. Allez-y. Vous êtes en permanence sur cette idée d'inflation. Vous êtes complètement, comment dire... Mais vous savez pourquoi? Vous êtes pollué. Non, mais je vous dis, vous êtes pollué par l'idéologie... l'inflation est forte, les prix augmentent. Écoutez-moi, vous êtes pollué par l'idéologie de la BCE. Okay, mais je suis pas pollué. La BCE, moi, je regarde les fins de mois des Français. Marine Le Pen. Écoutez, la BCE s'est donnée comme règle de lutter contre l'inflation. Voilà, c'était sa règle. Tout le monde a contesté cela. Tous les peuples. Tous les pays contestent cela en disant ça ne peut pas être la règle majeure. Il faut toujours un peu d'inflation. Pourquoi? Je vais vous dire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que très honnêtement, quand il n'y a pas d'inflation, c'est surtout bon pour les banquiers. D'accord? Parce que un peu d'inflation, c'est pas obligatoirement quelque chose de catastrophique. Ça fait baisser d'ailleurs le poids des emprunts qui ont été faits. Ça augmente les prix. Non, mais pardon. Nous n'avons pas d'inflation depuis maintenant un certain nombre d'années. Est-ce que notre économie va mieux? Je ne parle pas de l'économie, je parle des prix. Est-ce que les prix ont fortement augmenté en France? Les prix ont fortement augmenté quand on est passé à l'euro. Non. Pardon? Non. Alors moi je vous dis, et je le dis solennellement à cette antenne, les prix ont explosé lorsqu'on est passé à l'euro. Voilà. Ça, c'est une réalité qui a été camouflée. Ah bah, dans un premier temps. Enfin, ce qui valait 1 franc, valait 1 euro. Ça vaut toujours 1 euro, ou 1 euro 2, ou quelque chose comme ça. C'est pas possible. Non seulement nous risquons de voir les prix augmenter, mais je vous pose une autre question. Vous voulez taxer les produits importés de 3%, c'est bien cela? Oui, c'est cela. En plus? Oui. Ça va augmenter les prix de nombreux produits, on est bien d'accord? Pourquoi? Ben non, je sais pas pourquoi. Bon, alors je vais vous dire. Moi, je veux créer une contribution sociale à l'importation de 3%. Oui. Parce que je veux rendre du pouvoir d'achat aux Français. Parce qu'en réalité, le montant que je récupérais avec ces contributions sociales, je le distribuais à ceux qui, salariés et retraités, gagnent moins de 1 500 € par mois. Ça va représenter pour eux 180 € par mois de pouvoir d'achat supplémentaire. Donc ça, c'est urgent, parce que les salaires et les retraites, pour beaucoup de nos compatriotes, sont trop faibles. Une contribution sociale à l'importation de 3%, les Français ne la verront même pas passer. Pourquoi? Parce que bien souvent, ce qui est importé, c'est de la matière première, et qu'en réalité, la matière première représente un pourcentage très minime du prix final. Bon, j'ai une dernière question, 2 questions encore sur ce sujet, puis on va passer à autre chose. Mais imaginons la France seule. Est-ce que nous résisterions face à l'Allemagne regroupée avec tous les pays du Nord, les Pays-Bas, la Belgique? Franchement. Franchement. Mais la France est un grand pays très puissant. Faut arrêter de dire qu'on est faible, tout petit, tout seul. Non, avoir sa monnaie, c'est pas être seul. Il y a 95% des pays du monde ont leur monnaie et ils sont pas seuls. Je rentre du Tchad. J'ai eu une grande conversation avec le président du Tchad. Le président du Tchad, il est pour la souveraineté du Tchad. Et moi, je le comprends parfaitement. Eh bien, il veut avoir sa monnaie. Il ne veut plus du franc CFA. Il veut sa propre monnaie parce que lui, il sait, comme beaucoup de pays africains, que la monnaie, eh bien, c'est un élément essentiel de la souveraineté. Marine Le Pen, vous avez brandi un graphique lors de ce débat qui était faux. Non, c'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est un mensonge de décodex du monde. Ah bon, pourquoi? Parce que ce graphique... L'indice de base, c'est 100. Oui. On est bien d'accord. Oui. Année 2001. Non, 2010. Mais oui, vous avez pris et alors l'année 2001. C'est normal, monsieur pareil, Bourdin. Le calcul n'est pas le même. Non, mais écoutez, monsieur Bourdin, moi, ce que je veux démontrer, c'est on me dit que l'euro n'a aucune influence sur la production industrielle. Donc, je prends l'année 100 de 2000 pour démontrer que l'euro a eu une influence. Oui, l'euro a eu une influence. De la France, de l'Italie et de l'Espagne. Je vais vous dire, mais on est bien d'accord. Mais écoutez, monsieur Bourdin, ça, ce sont des chiffres de l'OCDE.
personne ne les a contestés. Mais oui, l'Allemagne est repartie. La France s'est stabilisée, a stabilisé sa production. Non, après 2008, après la crise de 2008, ça n'a rien à voir avec l'euro. La crise est venue des États-Unis, Marine Le Pen. Monsieur Bourdin. Oui. L'euro a une influence majeure sur les différentiels de compétitivité entre l'Allemagne et la France. Et je voudrais vous demander quelque chose, puisque je suis en face de vous, Monsieur Bourdin. Vous avez organisé il y a quelques jours un débat sur l'euro. Est-ce que vous pourriez juste inviter un économiste qui est pour le retour sur l'euro? Oui, il y a eu un débat sur l'euro qui a été organisé avec que des gens qui sont pour l'euro. Alors, est-ce que vous pourriez... Alors voilà, moi je vous donne... Non mais Monsieur Bourdin, adressez-vous à la direction de BFM TV. Je vous donne 188 économistes, c'est une liste qui remettent en cause l'euro. Alors je vous le donne. Dites-moi, vous pourriez même inviter Monsieur Sapir. Vous parliez de production donc industrielle, on est bien d'accord. Vous n'avez pas pris l'exemple de la Grande-Bretagne encore une fois. C'est dommage, non? Parce que la production industrielle de la Grande-Bretagne n'a pas plus augmenté que la production industrielle de la France. Or, la Grande-Bretagne n'est pas dans la zone euro. Mais d'accord, mais alors, vous voulez qu'on joue à ce genre de... Mais non, mais Pourquoi j'aurais mis la Grande-Bretagne? Puisque précisément, moi, je veux montrer que l'euro a entraîné une divergence entre l'Allemagne et les pays du Sud auxquels... ce groupe auquel nous appartenons. Alors moi, je vais vous donner un autre chiffre. Depuis 2007, on va prendre l'exemple de la Suède et de la Finlande, parce que leur économie se ressemble énormément. Eh bien, la Suède, qui a refusé l'euro par référendum en 2003, comme vous le savez, a eu une croissance depuis 2007 de 15%. Et la Finlande, qui est dans l'euro, a eu une croissance de 0%. Donc oui, je dis, l'euro est un problème majeur pour retrouver de la croissance, pour recréer de l'emploi dans notre pays. Et nous avons besoin d'avoir une monnaie qui est adaptée à notre économie. Aujourd'hui, la monnaie, chacun le dit, le FMI le dit, l'OFCE le dit, est une monnaie qui est surévaluée par rapport à notre économie. Et avoir une monnaie surévaluée, eh bien, c'est manquer d'oxygène. Et c'est exactement ce que subit la France. Pourquoi est-ce que vous avez refusé de débattre avec Emmanuel Macron ici même? Parce que c'était sur BFM. Ah bon? Oui. C'est-à-dire que vous choisissez les chaînes sur lesquelles... je fais exactement ce que je veux, car moi aussi je suis une femme libre, Monsieur Bourdin. Vous voyez, d'ailleurs, vous êtes là. Il n'y a pas que vous. D'ailleurs, vous êtes là, sur BFM, ce matin. Voilà. Vous avez refusé de débattre. Peut-être viendrez-vous entre les deux tours. Mais je crois qu'il y a un débat qui va s'organiser sur une autre chaîne. Oui, bien sûr, mais il peut y avoir un premier débat la première semaine, le matin. Parce que vous débattez toujours le soir, mais pensez aussi à celles et ceux qui sont là le matin. Mais écoutez, je vais vous dire, ça me pose aucun problème, parce que moi je suis pas du soir, je suis plutôt du matin. Donc avec grand plaisir. Donc vous viendrez, très bien. Est-ce que vous nous soupçonnez, parce que les attaques, vous savez, ça nous a fait mal. Monsieur Bourdin, je vais vous dire, Marine Le Pen, ça nous a fait mal. Je vous le dis. Je vous le dis, nous qui travaillons ici. Mais vous croyez pas que ça nous fait mal, nous, de nous voir insultés, diffamés en permanence? Ce matin sur RMC, Monsieur Dosière m'a diffamé gravement. Monsieur Dosière, il a eu ce qu'il a envie de dire, c'est son problème, c'est pas le mien. Il a eu un comportement de voyou. Voilà. Bon, vous croyez pas que nous aussi, on trouve ça insupportable de voir la différence de traitement qui existe entre les candidats et Monsieur Macron, qui a l'air d'avoir systématiquement... Où est la différence de traitement, Marine Le Pen? Il y a une évidente différence de traitement. Et je vais vous dire, les Français le ressentent. Il y a eu un sondage qui est intervenu. Tous les Français, et plus d'un Français sur deux, se sont rendus compte qu'il faisait l'objet d'une sorte de complaisance systématique de la part des médias. Mais où est la complaisance? Mais bon, on va pas. Non, mais Marine Le Pen, je vais pas non plus discuter de ça indéfiniment. Bon, c'est bien. Mais les attaques sont des attaques que vous portez sur le groupe, très bien, mais vous portez aussi des attaques sur tous les journalistes de BFM qui travaillent ici, sur moi aussi. Moi c'est pas important. J'ai le cuir tanné. Vous savez ce que ça révèle, je parle de celles et ceux qui travaillent ici. Vous savez ce que ça révèle, ça, Monsieur Bourdin? Ça révèle quoi? Que les journalistes ne supportent pas d'être critiqués. Mais bien sûr qu'on supporte d'être critiqué. J'ai lu un article dans le journal. Critique. Attendez, j'ai lu un article dans le journal du soutien de Monsieur Macron, Monsieur Berger, Le Monde, qui explique que le fait de critiquer les journalistes, c'est être contre la liberté de la presse. Non mais je rêve. Ah mais c'est Monsieur Berger. Laissons-lui ses propos. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais vous avez fait des allusions. Enfin, je voudrais donner des chiffres. On va pas s'éterniser. Je suis bien d'accord. Oui, vous êtes bien rattrapé. BFM TV. C'est bien, là, depuis 15 jours, vous êtes un peu rattrapé, c'est bien. Pas depuis 15 jours, depuis le 1er février, Marine Le Pen. BFM TV, Fillon 23%, Hamon 22%, Le Pen 17%, Macron 16%, Mélenchon 12%. Mélenchon est en retard, c'est vrai, sur BFM TV et sur RMC. Et pourquoi Monsieur Hamon a plus de temps de parole Fillon que moi? 21%,
sur RMC, Hamon 20, Macron 15, Le Pen 14, vous êtes ex aequo avec Macron, toujours d'ailleurs. Et Mélenchon 10, qui a toujours du retard. Pourquoi, Monsieur Bourdin? Monsieur Macron, il n'a jamais présenté aucun candidat aux élections. Jamais. Or, je suis désolé, mais dans les temps de parole, on tient compte des sondages, certes, mais on tient compte aussi des résultats des anciennes élections. Moi, je suis désolé, j'ai été le premier parti de France aux élections départementales, aux élections régionales, aux élections européennes. Pourquoi je me retrouve en 4e position? Pourquoi je ne suis pas en première position devant Monsieur Hamon, devant Monsieur Fillon? Monsieur Hamon, qui est le représentant du PS, qui a fait des scores déplorables aux dernières élections et qui est au fond du trou dans les sondages. Pourquoi ce parti pris, Monsieur Bourdin? C'est une vraie question, effectivement. Je peux vous dire, c'est pas un parti pris, Marine Le Pen. En tout cas, nous sommes le 23 mars. Voilà, vous allez vous rattraper. Tout sera équilibré. Je peux vous le dire. Ben voilà, comme ça, vous n'aurez plus. Eh bien, tant mieux. N'était-ce pas de la posture? Mais vous savez, non, c'est pas du tout de la posture. Hein. Je vais vous dire très clairement, c'est une conviction. Est-ce que c'est du niveau d'une candidate à la présidentielle? Ah, poser la question du conflit d'intérêt, c'est tout à fait au niveau d'une candidate à la présidentielle. Où est-il le conflit d'intérêt? Parce que je veux bien que vous le pensiez, mais où est-il? Le conflit d'intérêt, il est dans les relations qu'entretiennent Monsieur Macron et Monsieur Drahi, votre grand patron. Quelles relations? D'accord. Où sont-elles? Monsieur. Vous êtes certain que Monsieur Drahi vote pour Monsieur Macron? Bah écoutez, je sais pas, mais vous êtes certaine de cela ou pas? C'est que le patron d'Altis, qui appartient au groupe de Monsieur Drahi, a quitté Altis pour aller faire la campagne de Monsieur Macron. Mais pas du tout, monsieur. Vous voulez que je vous dise parce que vous ne connaissez pas. Mais aussi, si je connais très bien. Mais non, vous ne connaissez pas la réalité des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Bourdin, Monsieur Mourad a quitté le groupe et le groupe souhaitait qu'il quitte le groupe. On est bien d'accord. Ah oui. Qu'a-t-il fait, Monsieur Mourad? Il est allé dire qu'il avait rejoint Monsieur Macron, mais auprès de Monsieur Macron, personne ne l'a jamais vu. Bon, alors il faut quand même que ceux qui nous écoutent entendent ce que je vais dire. Alors allez-y. Monsieur Drahi a bénéficié de la part de Monsieur Macron de l'autorisation de racheter SFR, alors que Monsieur Montebourg, qui était ministre avant lui, s'y était très vivement avant l'arrivée d'Emmanuel Macron, Vivendi avait annoncé son intention de vendre à Numéricable. Avant l'arrivée de Monsieur Macron au ministère. Mais c'est Monsieur Macron qui a donné l'autorisation, et vous le savez pertinemment. Donc moi, je pense qu'il y a des conflits d'intérêts. Je pense que Monsieur Macron est le candidat des intérêts privés. Il est le candidat des intérêts particuliers. Ça a d'ailleurs été démontré avec son conseiller santé, qui est un des grands lobbyistes de Servier et qui a fait intégrer dans le programme de Monsieur Macron le remboursement. Non, mais c'est le remboursement des médicaments contre l'hypertension, qui, comme par hasard, est justement un domaine dans lequel le laboratoire Servier ça n'a rien à voir avec nous. Nous sommes rassurés. Non, mais ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments. Vous croyez qu'avec mon portable, je reçois des ordres de Monsieur Drahi? Franchement. Oui, je crois effectivement que... Vous croyez ça? Je crois que les gens qui sont propriétaires des journaux et des radios ont une influence sur la ligne éditoriale. Vous croyez ça? Oui, je le crois. Sincèrement. Oui, je crois qu'ils ont... vous croyez ça? Je crois qu'ils ont une influence sur la ligne éditoriale. Oui. Bon, ça me laisse pantois. Il est 8h57. Nous allons répondre aux questions de nos auditeurs. Vous allez répondre aux questions de nos auditeurs entre 9h et 9h30. Vous êtes sur RMC et vous êtes sur BFM TV. Bien, Marine Le Pen, nous allons regarder votre programme, vos propositions jusqu'à 9h30 avec les auditeurs d'RMC, les téléspectateurs de BFM TV. Et je ne vais pas tarder, nous allons prendre notre premier intervenant. Il s'appelle Nabil, il est en direct de Marseille, je crois, comptable dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Nabil. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour Madame Le Pen. Bonjour. Alors ma question, elle va porter sur... Bonjour, pardon. Ma question va porter sur le droit du sol. En fait, mes parents sont d'origine marocaine. Je suis né en France, donc j'ai la nationalité française. Et vous avez déclaré que la nationalité française, elle s'hérite ou elle se mérite. Et pourquoi pensez-vous que je ne mériterai pas la nationalité française, ainsi que les gens qui sont dans mon cas ? Mais Nabil, j'ai jamais dit que vous méritiez pas la nationalité française. Moi, je suis contre le caractère semi-automatique, en quelque sorte, du droit du sol. Le fait d'être né en France ne doit pas donner, avec un certain délai de résidence, automatiquement la nationalité française. Ça doit être un des éléments d'étude de la demande de naturalisation. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, grâce à ce droit du sol allié à cette simple exigence d'un délai de résidence, eh bien, on accorde la nationalité
nationalité française à des gens qui ne devraient pas l'avoir. Voilà. C'est le cas de Kouachi, c'est le cas par exemple de Koulibaly, c'est-à-dire des gens qui avaient, au moment où ils ont eu 18 ans, un casier judiciaire absolument gigantesque. Ben moi je dis clairement que la nationalité est quelque chose qui doit effectivement se mériter, mais ça ne veut pas dire que personne ne la mérite. Il y a des gens incontestablement qui la méritent, mais ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas à l'accorder à des gens qui ont démontré qu'ils ne respectaient pas la loi, qu'ils étaient des délinquants en puissance ou des criminels d'ailleurs en puissance. Voilà. Ce n'est pas une suppression totale du droit du sol. Si, c'est une suppression du droit du sol, mais encore une fois, dans l'analyse de la demande de naturalisation, il y a toute une série de critères, et le fait d'être né en France est un des critères dont on va tenir compte. Mais ce qui va surtout déterminer, si vous voulez, la naturalisation, c'est le comportement de la personne qui demande la nationalité. Oui, mais à partir de quel âge alors excusez-moi, mais à partir de quel âge vous allez déterminer que la personne peut mériter ou pas? Qu'est-ce qui va faire qu'elle le mérite ou pas? À partir du moment... Mais c'est des personnes qui sont révélées plus tard. Mais monsieur, à partir du moment où ils le demandent. Et non, ça ne s'est pas révélé plus tard pour eux. Car en réalité, à l'âge de 18 ans, ils avaient déjà un casier judiciaire extrêmement lourd. Bon. Enfin, quand vous voyez, excusez-moi, un certain nombre de casseurs de banlieue là, qui se comportent en attaquant, grâce souvent au droit du sol. Non, qui sont français parce que leurs parents sont là depuis plusieurs générations. En attaquant la police. Non mais laissez-moi donner un exemple. En attaquant la police, etc. Si ceux-là, par exemple, demandent la nationalité française, est-ce que vous croyez sincèrement, Nabil, qu'il faut leur accorder? La réponse est non. Ils l'ont. Voilà. Mais ils sont français. Vous parlez de certaines exceptions. Majorité, Marine Le Pen. Pas tous. Et donc, encore une fois, avec ce type de comportement... Vous prenez des exceptions pour en faire une généralité. Bah, excusez-moi, mais si les... Vous prenez des exceptions pour en faire des généralités. Non, monsieur, je ne prends pas une exception. Je vous donne un exemple. L'exemple que je vous donne, c'est par exemple, si quelqu'un vient demander... Est-ce que vous reliez la nationalité à la nationalité? Franchement. Mais non, mais pas du tout. Bah si, c'est ce que vous faites. Mais non, c'est pas ce que je vous dis. Enfin, écoutez, monsieur Bourdin, vous faites pas... Expliquez-moi. Alors, expliquez-nous parce que je ne comprends pas. Vous prenez l'exemple des délinquants de banlieue... qui sont évidemment condamnables. Ok, alors imaginons que dans ces délinquants, il y ait des jeunes qui vont obtenir la nationalité automatiquement à 18 ans parce qu'ils sont nés sur le territoire national. Eh bien avec moi c'est non. Voilà, c'est non. À cela, je refuserai la nationalité. Là, c'est clair. Vous en faites quoi de ces jeunes dont les parents sont là depuis? C'est-à-dire s'ils sont pas français? Ils sont français, Marine Le Pen. Monsieur Bourdin, on se met dans la situation de l'acquisition de la nationalité. Donc ne changez pas le sujet. Si vous voulez qu'on parle des délinquants qui sont français, on en parlera, mais ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc oui, je supprime le droit du sol. D'ailleurs, j'ai vu que monsieur Fillon avait abandonné la suppression du droit du sol dans son projet parce que je pense que les centristes de l'UDI ont exigé cela de lui. Eh bien moi, je suis pour la suppression du droit du sol. Vous êtes aussi pour une taxe sur les étrangers salariés. On est bien d'accord, hein? Enfin, c'est ça pour les salariés étrangers. C'est pas une taxe sur les étrangers, c'est une taxe sur les contrats de travail des étrangers, oui. Oui, une taxe que paiera le patron. Exactement. Oui, et c'est donc sur les étrangers salariés, pardon. Bah non, c'est une taxe payée par les entreprises, 10% par mois. 10% par mois. Oui. Ça va coûter cher à l'entreprise. Ça va coûter cher à l'entreprise, c'est le but. Oui. Le but, c'est que soit l'entreprise va chercher un travailleur étranger parce qu'il a un talent particulier, parce qu'il apporte une plus-value dans l'entreprise. Et à ce moment-là, il n'hésitera pas, évidemment, à payer ce prix de 10% supplémentaire. Mais si c'est pour utiliser les étrangers comme de la main-d'œuvre... un 13e mois, quoi. Si c'est pour embaucher des étrangers, pour s'en servir comme d'une main-d'œuvre à bas coût, je trouve d'abord que c'est méprisant pour eux et que c'est scandaleux à l'égard des Français qui sont au chômage. Voilà, là encore, j'assume. Et ma position est extrêmement claire sur ce sujet. Oui, alors la taxe existe aujourd'hui, mais elle est limitée, hein, cette taxe. C'est une taxe à l'embauche, aux extra-communautaires. Oui, uniquement limitée aux extra-communautaires. Oui, en plus. Bon, donc mais en tout cas, le principe existe. Là, tous les étrangers, d'où qu'ils viennent, seraient taxés, quoi. Oui. L'employeur serait taxé. Oui. Qu'ils viennent de la communauté européenne, en fait, c'est une manière, de nos voisins ou du bout du monde. C'est une manière de mettre en œuvre la priorité nationale. C'est-à-dire l'idée que avant d'embaucher des étrangers, il faut d'abord embaucher les Français en France. Ça va renchérir les produits, ça aussi, forcément, non ?
Ah bon, parce que pourquoi ça Je sais pas, mais parce que ça va coûter plus cher à l'entreprise. Ça va coûter plus cher à l'entreprise, Marine Le Pen. Si l'entreprise veut que ça, si c'est produit, si l'entreprise veut à tout prix embaucher des étrangers au point que ça renchérit ses produits, moi, je pense que les Français iront acheter d'autres produits. Voilà, d'une entreprise qui embauche des salariés français. Puisqu'on parle des étrangers, restons avec eux. Marine Le Pen, lors du débat lundi soir, nous avons parlé, vous avez parlé, vous, les candidats à la présidentielle, des économies à faire sur la sécurité sociale. Et vous avez mis en avant l'AME. On est bien d'accord, vous voulez supprimer l'AME, qui représente combien? 800 millions d'euros par an. Un petit peu, oui, grosso modo ça, oui. Oui. Sur les dépenses de santé en France? Oui, mais 195 milliards d'euros. Ça représente quoi? 0,4%. On est bien d'accord? Oui. Non, mais ces chiffres sont les bons. Oui. D'accord. Bon. Alors, est-ce prioritaire, franchement? Oui. C'est prioritaire, mais c'est pas seul. Il faut pas faire ça seul. C'est une mesure parmi tant d'autres. Tout le monde dit l'AME, la suppression de l'AME, c'est la mesure du Front National. Non. C'est l'une des mesures. C'est l'une des mesures. Moi, je peux vous dire qu'en matière d'économie sur la santé, il y a le virage ambulatoire, 5 milliards d'économies, c'est l'OCDE qui le dit, la vente à l'unité, 2 milliards, l'augmentation des génériques, 3 milliards, l'amélioration de l'observance, 9 milliards, l'utilisation des outils numériques, 15 à 25 milliards, et la fraude sociale, 20 milliards. C'est donc 50 à 60 milliards d'économies que nous pourrons faire sur la santé. Mais l'AME, c'est symbolique. Oui, mais ça coûterait plus cher à la sécurité sociale symbolique, de supprimer. Parce que je vais vous dire honnêtement, l'idée quand même que on prend en charge absolument intégralement les clandestins qui sont là parce alors qu'ils ont violé la loi. Ce sont des hommes ou des femmes en situation irrégulière. Sans qu'ils payent de franchise, sans qu'ils payent de tickets modérateurs, alors que les Français qui eux payent à peu près 400 € par mois sur un salaire moyen de 2000 € net. Bon, eh bien eux ils payent, en plus, ils ont un reste à charge. Mais c'est scandaleux, c'est injuste, voilà ce que je dis. Donc moi je pense qu'il faut limiter, encore une fois, la prise en charge des soins pour les clandestins aux situations évidemment d'urgence, aux situations... Oui, que fait-on des clandestins qui sont en très mauvaise santé? On les accueille à l'hôpital. On les soigne, on est bien d'accord. S'ils sont en situation d'urgence, sinon donc on les renvoie dans leur pays. On les soigne. Mais s'ils sont en situation d'urgence, comme dans tous les pays du monde. C'est-à-dire que ces clandestins qui arrivent en France en mauvaise santé, qui ne sont pas pris en charge, leur santé se dégrade, ça va coûter la prise en charge de plus en plus cher. C'est ce que dit un rapport de l'Inspection Générale des Finances et des Affaires Sociales. Oui, eh bien non. Mais vous le savez bien. Eh bien non, car un clandestin, il n'a pas vocation à rester en France, c'est clair ? Voilà. Et si sa santé se dégrade, ça va coûter plus cher à la sécurité sociale. Sa santé n'aura pas le temps de se dégrader sur le territoire, puisqu'il ne sera plus sur le territoire. Il aura été renvoyé chez lui. Voilà. Donc, sauf en cas de situation d'urgence ou en cas de risque... Rassurez-nous, vous accueillez les situations d'urgence à l'hôpital, même un clandestin, on est bien d'accord. Mais bien sûr, comme tous les pays du monde. Aux États-Unis, je suis désolé, personne ne se fait soigner gratuitement, mais lorsqu'il y a évidemment une situation d'urgence, évidemment que les personnes sont soignées, même si elles n'ont pas d'assurance. Mais, encore une fois, sauf ce cas-là, et le cas évidemment de risque pour la santé publique, ça peut arriver, une épidémie, eh bien, les clandestins ne se verront pas soigner gratuitement, alors qu'un Français sur 3 ne se soigne pas correctement parce qu'il n'en a pas les moyens. Nous allons prendre Dominique, si vous voulez bien, qui est chef d'entreprise en Haute-Savoie et qui a 50 ans. Bonjour Dominique. Bonjour Jean-Jacques, bonjour Madame Le Pen. Bonjour. Bonjour, ma question va porter sur les conséquences immédiates de la sortie de l'euro. Madame Le Pen, vous n'êtes pas sans ignorer que la France est considérée aujourd'hui comme la Côte d'Azur de l'Europe. Son attractivité touristique est reconnue dans le monde entier, manifestement, sauf dans la classe politique française. Une sortie de l'euro et le rétablissement du franc risque, selon moi, de provoquer une baisse immédiate de 10 à 15% de la valeur nominale du franc. Ça va provoquer une accélération d'un phénomène dont souffrent déjà toutes les zones touristiques. C'est l'arrivée sur le territoire des investisseurs étrangers qui vont acquérir des biens. Ils vont acheter les maisons, ils vont acheter les commerces, c'est déjà le cas depuis 15 ans, et repoussent les natifs de ces zones dans les zones les moins attractives et les moins chères. Comment allez-vous organiser le contrôle de cette situation, Madame Le Pen? Elle s'est enclenchée depuis 15 ans, elle va s'accélérer encore plus avec la sortie de l'euro. Et comment allez-vous contrôler l'inflation de l'immobilier dans ces zones attractives qui composent l'essentiel de notre pays? Madame Le Pen, nos enfants ne peuvent plus se loger et nous ne pouvons plus vivre dans notre propre pays. Expliquez-moi comment vous allez faire si le franc est rétabli et qu'il baisse de 15 à 30%. Mais monsieur, je vous remercie de votre franchise.
Vous dites que ça fait donc 15 ans que ça dure, et il se trouve que précisément, ça fait 15 ans que l'euro est en place. Bon, par conséquent, on ne peut pas dire que ce soit la monnaie qui ait eu une influence sur ce phénomène que vous dénoncez, et que évidemment auquel nous sommes attachés parce qu'il représente un problème, notamment en Corse, notamment sur l'ensemble d'ailleurs du littoral, sur d'ailleurs la frontière avec la Suisse, sur d'ailleurs l'ensemble du littoral également français, et qui fait que un grand nombre d'étrangers viennent acheter en France des biens qui du coup désertifient le littoral, parce que le littoral ou les zones très touristiques, parce que ce sont des maisons secondaires et il n'y a plus de vie du coup dans ces maisons. Et moi je pense que ce sont les municipalités qui doivent en l'occurrence agir, mais moi je suis extrêmement attaché. J'ai d'ailleurs soutenu un projet en Corse qui précisément vise à lutter contre cette problématique qui fait que les jeunes Corses n'arrivent plus à se loger dans leur village parce que le prix de l'immobilier a été très augmenté. Mais honnêtement, pour les zones touristiques, je pense que surtout la baisse de 10% de la monnaie va avoir un effet tout à fait spectaculaire sur le tourisme, comme ça a été le cas d'ailleurs pour la Grande-Bretagne. Quand elle a dévalué sa monnaie, il y a eu tout à coup un afflux de tourisme. Mais permettez-moi de revenir sur cette valeur de la monnaie dont vous parlez. L'euro a beaucoup bougé. L'euro a coûté jusqu'à 1,55 $, et est descendu jusqu'à 0,80. Vous imaginez, quasiment du simple au double dans les 15 dernières années. Bon. Par conséquent, oui, une monnaie fluctue, évidemment. Oui. Mais oui, et l'euro nous a permis de payer nos pleins moins cher à la pompe à essence un certain temps. Marine Le Pen. Ah bon? Ben oui, ah bon, oui. Ah bon, oui. Non, je crois pas. Parce que l'euro était fort. Ben bien sûr, Marine Le Pen, bien sûr. Mais est-ce que vous savez qu'en réalité ça n'agit? Est-ce que vous savez qu'en réalité ça n'agit que sur 20% du prix du pétrole à la pompe, la monnaie? Pour une raison simple, c'est que 80%, ce sont des taxes, exactement. Bon, alors bien sûr, il peut y avoir un petit renchérissement, eh bien nous le compenserons par la baisse des taxes que perçoit l'État, car évidemment, il n'est pas question d'amputer le pouvoir d'achat, puisqu'au contraire, le pouvoir d'achat, c'est notre priorité essentiel dans le projet. Vous baisserez les taxes sur les carburants. Si les carburants, à ce moment-là, encore une fois, sont plus chers, parce que les carburants baissent, montent, on a dit qu'ils allaient remonter, ils ne remontent pas. Bon, ils sont très bas, tant mieux pour les consommateurs. Dominique, vous vouliez ajouter quelque chose, je crois. Oui, tout à fait. Oui. En fait, Madame Le Pen, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Vous avez fait du Macron, c'est-à-dire que vous avez fait le constat, mais vous n'avez pas apporté la solution. Vous l'avez balancé dans la main des maires qui n'ont aucun pouvoir de régulation. Moi, j'attendais... Ils ont un pouvoir d'urbanisme ? Non, ils n'ont pas un pouvoir d'urbanisme. Ils devraient le récupérer avec moi, en tout cas, parce que pour l'instant, il a été transféré. Ils ne peuvent pas choisir les acquéreurs, Madame Le Pen. Ce sera le pouvoir de l'argent. Et aujourd'hui, comme notre économie est en berne, les pays investisseurs, les pays qui ont les moyens d'investir, viendront investir chez nous. Et nous serons toujours pareils. Nous serons repoussés de plus en plus loin. Mais et vous n'avez pas répondu à ma question. Je comprends que cette question vous l'a pas suffisamment posée. Monsieur, très honnêtement, moi, j'ai toute une série de mesures dans mon projet qui visent à éviter précisément l'achat notamment d'entreprises que je considère porteuses ou considère stratégiques par des investisseurs étrangers. C'est le cas également. C'est le cas également pour... Laissez Dominique, Marine Le Pen. C'est le cas également pour l'agriculture. Mais le meilleur moyen de retrouver des personnes qui achètent et qui ont un pouvoir d'achat, et des Français qui ont un pouvoir d'achat pour acheter des maisons sur leur propre territoire, dans leur propre pays, c'est de mettre en œuvre le modèle économique pour lequel je plaide, qui va permettre de retrouver la voie de la création de richesses, retrouver la création d'emplois et lutter contre l'effondrement du pouvoir d'achat. Voilà, qui est d'ailleurs un problème majeur pour les personnes âgées dont on ne parle pas. On va en parler avec Sylvie, justement. Vous tombez bien, qui est retraitée infirmière dans le Var, qui veut parler du pouvoir d'achat des personnes âgées. J'ai encore un mot sur la monnaie. Moi, je me souviens de ce qui s'est passé en 1981, vous vous souvenez, avec l'arrivée des communistes au gouvernement. Qu'est-ce qui s'était passé en 1981 ? Il y avait eu un contrôle d'échange. Il y avait des milliards de francs qui étaient partis en Suisse ou ailleurs. Non. Comment feriez-vous pour éviter une fuite des capitaux ? Non mais très honnêtement, il y a eu un contrôle d'échange pendant quelques mois. Personne n'est mort, hein.
et puis les choses se sont calmées. Parce qu'en réalité, c'était l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Tout le monde avait fichu la trouille à tout le monde en disant, moi je me souviens très bien, j'avais 13 ans à l'époque, que les chars soviétiques allaient descendre les Champs-Élysées, etc. Tout le monde le disait, votre père aussi et d'autres. Non, mais d'accord. Mais vous voyez, déjà à l'époque, le projet Peur, ça existait. Bon, en l'occurrence, ça avait été utilisé contre Mitterrand. Aujourd'hui, c'est utilisé contre moi. Mais voilà, la réalité, c'est que rien de cette catastrophe n'arrivera. Voilà, pas plus que ça n'est arrivé au moment du Brexit, où on nous avait dit le simple vote du Brexit va entraîner l'effondrement, la récession. Mais le Brexit n'est pas engagé pour l'instant. Le simple vote. Oui. Parce que les marchés. Le Brexit n'est pas engagé. Non, mais on nous a dit parce que les marchés financiers anticipent justement, et donc le simple vote va entraîner l'effondrement de l'économie. Ça n'a pas été le cas. Pour l'instant, il y a une inflation et il y a une économie britannique qui se porte moyennement. Pardonnez-moi, Marine Le Pen. Pardon. Production industrielle. Non, mais pardon. Production industrielle. Ah non, mais attendez. Alors, si vous voulez des chiffres, il se trouve que je dois les avoir. Mais la Grande-Bretagne se porte très bien. Bon. Elle a le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans. Elle a une croissance qui est le double de la nôtre, alors que la Banque d'Angleterre avait dit, si il y a le Brexit, on sera en récession. Et la Banque d'Angleterre est même venue après le Brexit pour dire, eh bien, nous sommes trompés. Moi, je crois en réalité qu'ils ont cherché à tromper les Britanniques. Ça, c'est autre chose. Bon. De la même manière, l'élection de M. Trump a été précédée de ce projet Peur. Ça allait être la catastrophe, tout allait s'effondrer. Et puis, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, M. Trump, il arrive en tout cas à relocaliser des entreprises et à recréer de l'emploi dans le pays. C'est ça. Parce que vous voyez, encore une fois, je pense qu'il faut arrêter ces techniques de manipulation de l'opinion. Sur le terrain de l'emploi a été une réussite. Marine Le Pen. Écoutez, je ne sais pas si pour l'économie américaine, vous le savez bien, a été une réussite. Ce que je sais, c'est que ce sont des milliers d'emplois qui, depuis l'élection de M. Trump, des entreprises qui ont annoncé la création ou le retour de milliers d'emplois aux États-Unis. Tant mieux pour les travailleurs américains. Bien, Sylvie est retraitée infirmière dans le Var. Bonjour Sylvie. Bonjour Jean-Jacques Bourdin, bonjour Marine Le Pen. Bonjour Sylvie. Alors, allez-y Sylvie, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, aujourd'hui, je voulais parler des retraites. Aujourd'hui, vivre sa retraite en France, c'est plutôt, et pour beaucoup, devenu une question de survie. Une vraie survie. Parce que malheureusement, les retraites ne sont très peu revalorisées. Et puis surtout, je voulais parler des femmes. Parce que beaucoup de femmes vivent avec justement quasiment peu de retraite. Souvent, elles ne peuvent pas toucher la pension de réversion. Et ces femmes, comment font-elles? Parce qu'avec un minimum de retraite, revenus, payer un loyer, une caution aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Si on veut un toit sur la tête. Question, voilà. Sylvie. Alors, la question, que comptez-vous faire, Marine, pour aider justement ces retraités? Comptez-vous augmenter le revenu minimum vieillesse? Enfin, aider les retraités français et surtout les femmes la limite de la paupérisation, de la pauvreté, comment les aider? Que comptez-vous faire de concret? Merci d'aborder ce sujet parce que c'est un sujet qui d'abord me touche beaucoup, qui touche beaucoup de Français. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de retraités pauvres dans notre pays et que les femmes sont particulièrement touchées par cette situation. C'est la raison pour laquelle je mettrai en œuvre immédiatement une hausse du minimum vieillesse de 20%. Immédiatement. 20%, c'est-à-dire le minimum vieillesse qui est à 802 €. Sera à 1000. Ou 801 €. Sera à 1000, oui, à 1000 €. Et je fais la même chose d'ailleurs pour l'allocation adulte handicapé, parce que là encore, il y a de lourdes difficultés pour survivre avec les montants qui sont alloués. Et là aussi, je l'augmente de 20%. Alors c'est un coût, mais c'est un coût, encore une fois, comme dit François j'assume. Fillon, en regardant le programme de tous ses adversaires, il dit... Quel cadeau, quelle succession de cadeaux de tous les côtés. Comment financer tout ça? Un cadeau. Oui. Accorder un cadeau à des handicapés d'avoir 1000 € par mois plutôt que 800, c'est un cadeau. Eh ben ça démontre l'état d'esprit de Monsieur Fillon et ça n'est pas le mien. Parce qu'encore une fois, moi je pense que l'État est là pour protéger les plus faibles. C'est son rôle. Et si les Français payent autant d'impôts et de taxes qui n'ont cessé d'augmenter depuis des années et des années, puisque je crois que Monsieur Hollande les a encore augmentés de 35 milliards sous son quinquennat, eh bien ils veulent surtout avoir une vue sur la manière dont c'est dépensé. Et moi je pense que les Français ils sont d'accord pour augmenter l'allocation adulte handicapé ou le minimum. Comment faire? C'est ce que veut dire François Fillon lorsqu'il parle de dépenses inconsidérées.
Eh ben, Marine Le Pen. Mais moi je l'ai. Moi j'ai mes mesures. Évidemment que tout le monde non, a ça envie n'est pas inconsidéré. Tout le monde a envie d'augmenter le minimum vieillesse. Non mais pardon. Le SMIC. Mais pardon. Moi j'ai des mesures d'économie pour 96 milliards. Je les ai décrites dans mon projet. Tout cela est extrêmement sérieux, sera mis en œuvre. Mais c'est vrai qu'il faut faire des choix. Voilà, il faut faire des choix. Soit on se soumet... Vous avez été qualifié de serial killer de l'économie française. J'ai vu ça, j'ai entendu ça lundi soir. Oui, bien sûr. De la part de ceux qui quand même ont ruiné le pays, il faut quand même le dire. De la part de M. Fillon qui a fait 600 milliards d'euros de dettes sous son quinquennat. Donc je suis désolé, mais moi les champions du monde du chômage, les champions du monde des déficits, le champion du monde de la dette, qui viennent me donner à moi des leçons d'économie, très objectivement, je suis pas sûr qu'ils soient extrêmement crédibles. Le pouvoir d'achat, donc si vous augmentez le minimum vieillesse, on est bien d'accord, de 20%, le SMIC. Non, le SMIC, on l'augmente. Ou pas? Je pense qu'il faudra... là, pour l'instant, il a été gelé. Vous proposez une prime, je crois. Voilà. Moi, je pense que les entreprises... Excusez-moi, pardon. Oui. Je pense que les entreprises sont, pour beaucoup, dans de grosses difficultés. Pour moi, les entreprises, c'est surtout les TPE-PME. C'est quand même l'immense majorité du maillage économique de notre pays. Aujourd'hui, elles sont bien souvent à la gorge. Bon, et je parle pas des indépendants qui, avec le RSI, n'arrivent même plus à sortir la tête de l'eau. Donc, moi, l'idée, encore une fois, c'est de faire financer cette prime de pouvoir d'achat par la contribution sociale à l'importation. C'est 15 milliards que je dégage. Ainsi que je redistribue, encore une fois, pour les petites retraites, pour les petits salaires. Ça veut dire que non seulement... Non, mais ça veut dire que, vous voyez, les femmes âgées dont parlait Sylvie tout à l'heure, non seulement elles auront un minimum vieillesse qui augmentera à 1000 euros, mais de surcroît, elles auront ces 180 euros par mois supplémentaires grâce à la prime de pouvoir d'achat. Et puis tout le reste. Parce que l'objectif, c'est de faire baisser le prix des médicaments, par exemple. Aujourd'hui, le prix des médicaments est, dans certains domaines, extrêmement cher. On n'est pas là pour engraisser les laboratoires. On est là pour faire en sorte, et ça c'est l'État stratège qui doit intervenir, que l'offre de médicaments soit accessible évidemment au plus grand nombre. Or vous savez très bien comment ça se passe. Bon, en réalité, certains laboratoires fixent le montant de leurs médicaments en fonction du montant de remboursement de l'État. Bah voyons, c'est pas plus facile comme ça, n'est-ce pas? De la même manière, pour les mutuelles, je l'ai dit pendant le débat à TF1, pour les mutuelles, il faut faire baisser les mutuelles. Et le meilleur moyen de faire baisser les mutuelles, c'est encore une fois de lutter contre ces frais de gestion qui représentent 25% quand même des dépenses des mutuelles, vous vous rendez compte? Alors c'est des études, des plaquettes, de la publicité et je ne sais quoi d'autre. Mais 25%, c'est 25% de plus que payent en l'occurrence les Français. C'est quand même 8 milliards, c'est pas rien. Bon, j'ai deux questions. Une question Facebook. Que comptez-vous faire du nucléaire, si vous êtes élu? C'est une question que nous pose Nadine, je crois. Non, Kelvin. Vous avez botté en touche sur cette question lors du débat sur TF1. C'est ce que nous dit cet auditeur. Non, j'ai pas eu le sentiment de botter en touche. Non, pas du tout. Non, mais moi, je suis... vous gardez le nucléaire? Ah oui, je suis pour garder le nucléaire. C'est quoi qu'il arrive? Je ne sais pas, parce que les réacteurs vieillissent. Oui, justement, il faut que l'État s'engage sur le grand carénage. Voilà. Ouais. Ça, c'est une évidence, parce que garder le nucléaire... Des milliards d'euros, et des dizaines de milliards d'euros. C'est vrai, c'est vrai, mais une indépendance aussi énergétique de la France, mais une énergie qui, précisément, ne pollue pas l'air, à la différence d'un certain nombre d'autres, et des centrales qui peuvent parfaitement vivre, pour certaines, 20 ou 30 ans de plus, pour peu que justement on engage, pas au dernier moment, qu'on engage ce grand carénage. Donc moi je suis pour conserver encore une fois l'énergie nucléaire. Ça ne veut pas dire que je n'investis pas dans les énergies renouvelables. Je pense qu'encore une fois l'État stratège doit s'investir dans l'éolien, massivement. Voilà, exactement. Vous n'en voulez pas? Dans la filière hydrogène. Je ne veux pas d'éolien nulle part. Voilà, c'est épouvantable, c'est cher. Sûrement certaines entreprises ont été très heureuses de nous les vendre, mais la réalité c'est que c'est une vraie pollution, non seulement visuelle, mais je crois que nous découvrirons dans le futur probablement les conséquences que ça a sur la santé des habitants qui vivent autour de ces éoliennes. Bien. Marine Le Pen, merci. Vous voyez qu'on n'est pas si mal sur BFM TV. Ah, écoutez, aujourd'hui, vous avez été très bien. On a parlé du fond. Ah bah vous voyez. Enfin, au moins pendant la deuxième partie. Vous voyez. En fait, ce sont les auditeurs qui sont... ce sont les auditeurs qui posent des questions de fond. Les auditeurs sont effectivement prioritaires. Ben oui, mais ils posent des questions de fond. Effectivement, les meilleurs. Et vous remarquerez quand même que les auditeurs posent souvent des questions que ne posent pas les journalistes. Oui, enfin. Ah oui, c'est la réalité. C'est pour ça qu'ils sont avec nous. C'est pour ça qu'ils sont de plus en plus nombreux et qu'ils sont de plus en plus nombreux. Donc vous reviendrez. Tiens, je vous attends pour ce débat entre les deux tours. Le matin. Bien sûr.
Vous ne me direz pas non cette fois. Mais dites-moi, quand vous faites votre pub, c'est décompté de mon temps de parole? C'est pas ma pub. Est-ce que c'est décompté de mon temps de parole? Moi, je pense à celles et ceux qui nous regardent, comme vous dites. Oui, ils peuvent regarder notre chaîne aussi. Bien sûr. Vous voyez. Non, mais vous pouvez faire tous les débats que vous voulez. Bien, il est 9h28.